Ça marche. D'accord, donc l'absurde. Alors, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu donc, tous ces systèmes de réalité virtuelle, aussi bien vraiment les nouvelles technologies. Et finalement, en fait, c'est d'essayer, avec tous ces systèmes qui arrivent nouveaux, et puis de choses qu'on connaissait aussi avant, d'essayer de trouver un peu comme une palette de peinture, en fait, d'essayer de trouver plein de petites couleurs, de sensations que je pourrais trouver avec tout ça. Et, parce que chaque système, finalement, permet des sensations différentes et permet aussi de construire d'autres expériences. Alors, en fait, je fais partie aussi d'un groupe où on est des artistes, des ingénieurs, des chercheurs. On est aussi un peu tout ça à la fois. Et en fait, on est tout un groupe et on n'arrête pas de faire plein d'expériences, surtout donc, sur la réalité virtuelle et sur vraiment les deux piliers fondamentaux de la réalité virtuelle qui sont l'immersion et l'interaction. Donc, on travaille dans des systèmes où on essaye de voir comment rentrer en contact avec des mondes virtuels par interaction, avec des systèmes avec des avatars intelligents, etc. Ou aussi sur l'idée d'immersion, d'essayer de voir aussi comment, dans un système immersif, par exemple un casque où on est à 360 degrés dans le monde virtuel, comment on est aussi impliqué dans le monde virtuel en interaction, soit avec un avatar ou un monde virtuel. On travaille aussi sur des scénographies donc, qui mêlent le réel et le virtuel, alors aussi bien pour des installations artistiques que pour des scénographies de théâtre. Et donc, on travaille sur plusieurs créations dans ce sens-là. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette frontière qu'il y a entre le réel et le virtuel. C'est vraiment cet endroit où on ne sait plus trop ce qui est réel et ce qui est virtuel. Je me suis même intéressée aussi à des artistes comme Pierrick Saurin, par exemple, qui utilisent des systèmes de paper ghost, où on ne sait plus trop, selon la lumière, etc., avec des systèmes de reflets, on ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui est virtuel. Et donc voilà, donc aussi bien des technologies un peu plus anciennes que les technologies de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, et d'essayer de brouiller vraiment cette sensation entre le réel et le virtuel. Et donc aussi, surtout, donc on en a pas mal parlé aujourd'hui, donc c'était super intéressant, de voir vraiment du point de vue du spectateur en fait, de comment il vit une expérience. Donc on a bien vu la notion de présence à plusieurs reprises ce soir, sur cette idée que la personne va vraiment essayer de vivre une expérience qui peut être similaire au réel, donc à ses habitudes qu'elle a dans le monde réel, à des schèmes qu'elle incorpore dans le monde réel et qui du coup lui permettent de vivre une expérience dans le monde virtuel et d'être présent aussi dans ce monde virtuel par l'intermédiaire de l'interaction et de l'immersion qu'elle a dans ce monde virtuel. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est de se voir du point de vue du spectateur, en fait, d'essayer de voir l'expérience qu'il peut vivre dans le monde virtuel et de construire comme ça des narrations pour le transporter. Et donc du coup, là j'ai repris une phrase du groupe de recherche en art visuel, le GRAVE, qu'il à l'époque de l'art cinétique, etc., vraiment se demander comment développer chez le spectateur une forte capacité de perception et d'action. Et donc d'essayer de voir aussi comment finalement le transformer après une expérience, mais peut-être aussi de l'émerveiller, donc là, vers d'autres chemins d'expérience possibles. Alors ce que je me demande finalement, c'est jusqu'où acceptons-nous de nous laisser emporter vers d'autres possibles. Si on imagine les rêves, on a parlé de Dali tout à l'heure, il y a eu beaucoup de références à Dali, donc c'est bien. Voilà, c'est un peu Magritte aussi, là. Mais l'idée de voir jusqu'où on peut se laisser emporter. Quand on rêve, par exemple, on imagine plein de choses. C'était un peu l'idée des surréalistes aussi, de se laisser emporter par son rêve, et puis d'essayer de reproduire dans le réel un peu tout le rêve et l'imaginaire qu'ils y avaient. Et du coup, c'est de se demander voilà, jusqu'où on peut emporter des choses du rêve dans la réalité, ou même dans le virtuel, du coup, ici. Et finalement aussi, peut-être comme les magiciens, qui dans des spectacles de magie vont nous emporter dans leur propre réalité, mais à notre insu. Donc on a envie, on rentre, on sait qu'on va à un spectacle de magie, toute une atmosphère est là, mais petit à petit, on ne sait pas où ils vont nous emporter. Et puis des choses vont se passer. Voilà, on parlait de perception exceptionnelle, on parlait de, il y a plein de choses qui ont été dites là ce soir dans ce sens aussi, dans l'idée qu'une perception finalement qui n'est pas habituelle, on ne sait pas on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui va tomber ou de la gravité n'existe pas. J'ai repris par hasard cet exemple. Voilà. Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir si quand on met un casque de réalité virtuelle, on sait qu'on le met. Donc ce n'est pas à notre insu, on sait qu'on le met, on sait qu'on rentre dans une autre réalité. Mais d'essayer de voir est-ce qu'on peut encore plus tirer ça
et essayer d'arriver dans le monde du virtuel, qu'on a accepté et on y va comme ça de notre plein gré, à arriver à rentrer là-dedans dans un monde un peu comme des magiciens, à notre insu, dans une autre réalité qui serait du rêve et de l'imaginaire. Alors c'est un peu ce qu'on vous propose avec l'absurde. Donc bon, vous ne pourrez pas être beaucoup à le tester, donc du coup je vais quand même essayer de l'expliquer. Pour ceux qui vont le tester, ça va être un peu de spoil, mais bon, c'est pas grave, il faut essayer de trouver un compromis. Voilà, donc l'absurde, alors j'ai collaboré avec Guillaume, Kevin et Florian, qui sont là, aussi bien pour le graphisme, le développement que pour le son, et également aussi pour la recherche de plein d'effets possibles dans le monde virtuel, comme je parlais un peu d'idées d'imaginaire et de rêve dans le monde virtuel. Donc en fait, au départ, c'était un peu une sorte de bac à sable, on va dire, où on a essayé de chercher la magie dans le virtuel, qu'est-ce qui pouvait provoquer de la magie dans le virtuel. Et la magie et des choses, des effets comme ça qu'on peut avoir, des sortes d'illusions qu'on peut avoir dans le réel, mais comment les avoir dans le virtuel. Alors l'expérience, pour vous raconter un peu comment ça se passe, vous avez vu à l'entrée une table. C'était assez simple, il y a un verre. Et l'idée, c'est de s'asseoir devant cette table et ce verre, donc dans le monde réel. Et en fait, on essaie, donc on a parlé de l'objet aussi tout à l'heure. Nous, on a pris un verre comme objet, parce que le verre, c'est un objet qu'on connaît, on sait le prendre, on sait comment dans notre vie, on est habitué à le prendre. Et dans le monde virtuel, du coup, au départ, l'environnement est complètement reproduit en virtuel. Donc on part sur une réalité simulée, où c'est complètement reproduit en virtuel, la même. Donc dans un contexte idéal d'exposition, on est dans une pièce blanche avec une table et un verre. Et donc quand on met le casque dans le monde virtuel, tout est naturel, il suffit juste de prendre le verre et on sait comment l'utiliser et il répond à notre mouvement, on va dire. Donc là, on est dans un truc un peu normal, une réalité simulée qu'on connaît. Maintenant, c'est de se demander comment on peut aller plus loin. Donc en fait, face à nous, il y a un miroir. J'ai juste oublié de le dire, on le voit là, mais non, on le voit là. Il y a un miroir virtuel, c'est le seul truc qu'il n'y a pas dans le monde réel, plus ou moins. Voilà. Et c'est après de se demander jusqu'où on peut aller dans les effets pour que ça ne paraisse pas trop étrange. Donc on parlait de présence pour ne pas casser la présence non plus, parce que si on fait des choses complètement fous d'un coup, la personne va bien voir que non, c'est pas normal et qu'il y a quelque chose d'étrange. Donc c'est d'essayer d'amener progressivement. Donc là, je reviens encore à l'idée de magie qui peut amener progressivement dans un autre monde. Par exemple, la balle dans le miroir va changer de couleur. Donc est-ce que c'est vraiment un miroir ? Est-ce que le verre qu'on a, donc un peu à la Dali, devient tout mou, mais est-ce que c'est vraiment moi qui trouve que c'est mou ? Est-ce qu'il est vraiment devenu mou en vrai ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et donc on a joué sur plein d'effets différents pour du coup troubler la perception. Donc on parlait de prise de conscience aussi, c'est un peu cette idée-là que je trouve intéressante. C'est quand on voit une illusion d'optique, ça fait une sorte de pause sur notre temps, parce qu'on est toujours à 100 à l'heure, on est habitué, on a l'impression que nos perceptions, nos actions, on est un peu habitué de tout ce qu'on voit. Et en fait, quand on voit une illusion d'optique, on s'y amuse tout le temps, en fait. Enfin, on aime bien se ramuser de revoir ça et de se dire, tiens, mais en fait, ah oui, c'est vraiment ça que je vois, c'est marrant comment je vois les choses. Ça questionne un peu sur, ça fait une pause, donc sur un peu ce qui se passe. Comme aussi, par exemple, là, c'est une anamorphose, qui finalement, c'est un dessin plat, donc même dans l'absurde, ceux qui vont tester peuvent essayer de chercher l'anamorphose qu'on a placée dedans. Donc on a essayé de placer des anamorphoses, des sortes de mises en abîme, des déconstructions, plein de choses comme ça. Pour aussi, du coup, enlever... Alors, on parlait d'environnement aussi tout à l'heure, mais l'idée qu'on est dans un espace restreint, donc jouer aussi sur l'espace et l'environnement, et puis tout l'espace va aussi se déconstruire petit à petit et voir quelles sensations on a justement par rapport à notre environnement. Donc voilà. Donc, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on peut créer des passages d'immersion. Alors j'ai retrouvé des schémas de plongée en mer. J'ai fait pas mal de recherches sur plein de schémas possibles qui pouvaient correspondre. Et les plongées en mer étaient intéressantes parce qu'il y avait plusieurs paliers d'immersion. Et donc c'était d'essayer de voir comment on pouvait amener le spectateur à rentrer encore plus profondément dans l'expérience pour essayer qu'il soit de plus en plus présent finalement dans l'environnement. Donc là, je reparle un peu de ces trois paliers que je voyais. C'était notre réalité, donc on voit la table qui est devant nous, qui est dans notre réalité quotidienne. On a l'habitude, on voit des objets, on sait comment les utiliser, on sait comment tous nos codes perceptifs y sont. Et puis, dans le virtuel, il y a ce monde simulé qui a l'air pareil que le réel. Donc, super, à ce moment-là, je sais comment aussi interagir avec tous les objets qui y sont et je sais tout ce qui peut se passer dedans. Et puis, c'est d'essayer de voir, mais alors, encore plus loin, donc si dans ce monde-là, un peu comme des mises en abîme, si dans ce monde-là, encore, on rentre un peu plus loin et on déconstruit à ce moment-là tout le monde virtuel,
Comment on peut arriver justement à travailler sur toutes ces transitions pour arriver à un monde complètement imaginaire qu'on accepte. Donc voilà, c'était un peu le schéma des paliers. Et donc pour conclure sur l'idée de l'illusion, finalement, donc l'illusion n'est ici, je ne la considère pas comme une erreur du tout des sens de tout ça, mais c'est plutôt le moyen d'ouvrir à d'autres codes perceptifs possibles. Et du coup, c'est une sorte de porte justement pour créer des renversements et des prises de conscience de notre rapport qui est inactif et mouvant et insaisissable. Voilà, merci.